Je suis Jamie Hyneman et vous regardez Mythbusters. Aujourd'hui, peut-on rester coincé sur les toilettes d'un avion? Fesses à l'air, c'est parti. Puis la construction d'un canon à gâteau. Waouh! Il y en a partout. Enfin, l'avocat en chute libre, mythe ou réalité? Encore Scotty, encore. L'héroïne de cette histoire est une femme obèse, Embarquée sur un vol de Scandinavian Airlines. Elle a dû utiliser les toilettes de l'avion. elle a tiré la chasse alors qu'elle y était encore assise. La pression l'a aspirée et elle s'est retrouvée coincée. L'avion a atterri alors qu'elle était encore sur le siège. Un membre de l'équipage l'a aidée à se sortir de là. Comment va-t-on pouvoir le simuler? On a une pompe à vide très puissante et on va devoir créer un gros postérieur de femme. C'est bien ça. Oui, un postérieur. Un gros cul qu'on va suspendre au-dessus des toilettes. T'as fait les beaux-arts, Jamie? Je suis un manuel, moi, je ne sais pas dessiner. Mais tu vois à peu près ce que c'est, non? Oui, je vois. Mais ça pourrait être aussi un gros gigot suspendu au-dessus d'un barbecue. Ça m'a l'air plutôt bien. Il faut trouver un moyen de mesurer la pression vers le bas. J'avais pensé à une grosse balance. Ou bien à utiliser une grue pour soulever ces grosses fesses et les mettre sur les toilettes. Après, on active la pompe et on soulève les fesses pour mesurer l'aspiration grâce à la balance. Il va quand même falloir fabriquer une balance assez grande pour un bestiau de cette taille. À mon avis, cette femme devait peser dans les 136 kilos. Dans le marché aéronautique, environ 13 000 de nos toilettes à aspirateur fonctionnent chaque jour. Cette histoire a fait son apparition au début de l'année 2001. Au début, on a pensé que c'était impossible. Après en avoir eu confirmation par la Scandinavian Airlines, la BBC et Reuters ont diffusé l'information dans le monde entier. On a été très étonnés du retentissement de cette affaire. Nous sommes chez Interface Aviation à Hollister, en Californie. J'y crois pas. Interface Aviation est une entreprise qui récupère des parties usagées d'avions en provenance du monde entier pour les recycler. J'adore ça. Ça doit être de l'escalier. D'un 747. Ouais. Il y a 1,5 hectare de pièces prises sur des avions. Des panneaux, des salles de bain, du matériel de restauration. Incroyable. Et des toilettes. Et des toilettes. Oui, on dirait bien qu'il y a tous les modèles de toilettes ayant jamais existé dans l'aéronautique. Alors Wayne, vous avez entendu parler de ce mythe? Oh oui, il est très connu. Vous vous souvenez sur quelle ligne aérienne ça s'est passé? Ah ça non. Je suis très calé en toilette, mais pas en mi-turbin. C'est pas grave. Cette société entrepose 2 différents types de broyeurs d'excréments humains. Ça, c'est l'ancien modèle. L'eau est bleue actuellement, mais vous pouvez imaginer comment elle évolue au bout d'un moment. La pression moyenne est de 0, parce qu'on utilise un réservoir ordinaire. La pression est de 0, en principe. Mais que se passerait-il si une brosse à cheveux, par exemple, se coinçait dans les tuyaux d'évacuation alors que l'avion est en altitude? Là, c'est du sérieux. Vous voyez où je veux en venir. Ça pourrait créer une pression différentielle. Une pression interne plus forte pourrait attirer cette femme vers le trou. J'avais pas pensé à ça. Oui, c'est tout à fait possible. On n'a qu'à essayer, il n'y a pas de couvercle, mais bon. C'est confortable? Il y a un défaut dans cette théorie. Cela ne peut se passer qu'en altitude.
Selon cette histoire et les informations dont nous disposons, cette femme n'a pas pu se lever des toilettes jusqu'à l'atterrissage. Ça élimine la pression différentielle. Tout à fait. Mais il reste le système d'aspiration. Il produit de la pression au sol comme en altitude. En tenant compte de la pression, est-ce qu'il serait possible de boucher ce trou et de rester coincé dessus? Je ne préfère pas faire d'hypothèse. Mais il y a une aspiration. Et si on referme ça, il y aura un effet ventouse. D'accord. C'est comme ça que ça marche. Ouais. On dirait qu'il y a un espace à cet endroit. Vous m'avez dit que la pression moyenne n'est que de 0,2 bar. C'est à peu près ça. Les toilettes à aspirateur fonctionnent à 2 niveaux de pression différents. Sur le sol, ils sont soumis à une pression négative de 0,2 bar, alors qu'en altitude, la pression négative est de 0,55 bar. Elle est produite par le différentiel entre l'air de la cabine et l'extérieur de l'avion. L'un des plus gros problèmes sera de reproduire un fessier de femme. Il faut qu'il soit bien charnu, bien moelleux. Il va donc falloir qu'on le fabrique avec un caoutchouc spécial. J'avais pensé qu'on pourrait utiliser un caoutchouc qui compose certains gadgets érotiques. C'est à base de vinyle et ça ressemble à la chair. J'aimerais voir des échantillons de vinyle. C'est en vinyle, ça? Oui, c'est ça, c'est très collant. C'est tout à fait ce que je recherche. C'est exactement ça. On est en train de fabriquer une très grosse paire de fesses pour la mettre sur des toilettes d'avion. C'est pile ce qu'il nous faut. C'est l'idéal. Je pense que je vais en prendre 38 litres. Ça existe en transparent ou en couleur chair. Couleur chair, évidemment. Je peux essayer cette tête de cul? Vous voulez essayer cette tête de cul? Oui, je vais essayer cette tête de cul. Tenez. Il faut que j'enlève. Voilà. La transformation est complète. Je suis un extraterrestre à la tête de cul. Comment avez-vous fabriqué ça? À partir des fesses de Carrie. C'est pas vrai. Tu rigoles? Sauf qu'elle les a modifiées après. Bon, on va faire un essai. Garde la pose le plus longtemps possible. On a scanné ses fesses. C'est sans doute la meilleure image que tu auras de tes fesses, Carrie. Après, on rentre ça dans l'ordinateur et Carrie utilise un logiciel pour modifier ses fesses. Elle les grossit, elle rajoute de la cellulite, la totale. C'est vraiment superbe. J'adore. Ah oui, tu aimes bien? Oui, j'ai hâte de lui donner une fessée. J'aime pas trop cette chose parce que la température de fusion est proche du point d'ignition. Pour des fesses de 136 kg, il faut une armature considérable. La fabrication des fesses est une vraie science. On va laisser refroidir les fesses pendant 24 heures. Le crochet de la grue est là. On met en place un pivot avec une barre dessus. La barre est plus longue de ce côté. De l'autre côté, on va mettre des haltères. Il y a un pivot à ce niveau qui descend jusqu'aux fesses. Ça, c'est notre indicateur de pression. Jamie vient de fabriquer artisanalement un des plus anciens instruments de mesure, une balance. T'es content de toi? On a promis qu'on n'abîmerait pas ces toilettes. Il faudrait les assembler pour qu'il n'y ait pas de risque. Je pense qu'on va pouvoir les fixer solidement. On pourrait peut-être les attacher sur le côté, ou bien, je ne sais pas, pour qu'il n'y ait pas trop de pression devant. C'est quand même de l'inox bien solide. C'est pour ça que ça coûte si cher. C'est de la haute qualité. Regarde comme c'est bien soudé à cet endroit. Waouh, c'est magnifique.
Quand ils auront fini de l'admirer, il ferait mieux de réfléchir à un moyen de créer une aspiration. J'ai récupéré un truc qui produit de la pression. En fait, ça vient d'une machine pour faire de la monnaie dans les supermarchés. Ah, t'as eu ça? Un aspirateur, c'est cool. Notre pompe génère seulement 0,2 bar, c'est-à-dire 200 grammes par centimètre carré. Alors 33 cm ici, 38 là, ça fait 1020 multiplié par 0,2. Oui, 0,2 bar, ça fait 204 kilos 204 kilos. de pression. Donc si c'était bien bloqué avec un joint, il faudrait 204 kilos de pression à 0,2 bar pour l'enlever. Et dans ce cas-là, c'est logique qu'une femme ne puisse pas se lever des toilettes. Exactement. Elle aurait un suçon terrible. Oui, un gros suçon aux fesses. Pas évident à expliquer après. Ça commence enfin à prendre forme. C'est laid. Je suis plutôt content. Oui, c'est pas mal du tout. Avant le début de l'expérience, il faut équilibrer les fesses. Jamie utilise un rapport de 4 contre 1. 136 kg de fesses soutenues par 34 kg sur le pivot. Bon, faites bien attention, c'est très lourd. Ne restez pas en dessous de quoi que ce soit et soyez bien attentifs. On ne sait pas combien de poids ça peut soutenir. On va activer la pompe, mettre les fesses en place et observer la pression. On va rajouter progressivement du poids et voir combien il en faut pour enlever cette grosse des toilettes. Pas mal comme plan. Contact. Si les fesses se collent aux toilettes, la pression d'aspiration devrait monter en flèche. Est-ce que je remonte? La pression reste à 0,2 bar environ. La lunette des toilettes permet encore à l'air de passer. À mon avis, elle a dû s'asseoir sans rabattre la lunette. C'est facile à vérifier. C'est mieux. C'est collé, mais la pression ne bouge pas tellement. Il faut essayer autre chose. Il y a maintenant une aspiration non négligeable. L'aiguille tremblait plus sans la lunette des toilettes. C'était presque fermé hermétiquement, mais ce petit espace a empêché une aspiration complète. Ce mythe commence à avoir du plomb dans l'aile. Ces deux petits trous ont empêché les fesses de rester collées. Je pense que ces toilettes ne peuvent pas être fermées hermétiquement. D'accord. Une conspiration, peut-être? Tu crois qu'ils ont rajouté ça après que cette histoire ait eu lieu, pour y apporter une réponse? Non. Je pense qu'on devrait essayer sans l'armature, pour voir s'il y a assez d'aspiration pour que ça se bloque. Contact. C'est parti. Bien que cela semble très improbable, il reste la possibilité que les fesses de la victime étaient si grosses qu'elles sont entrées en contact avec la cuvette des WC. On ne peut pas bloquer davantage. Baisse les poids, Carrie. Maintenant, on mesure la force d'aspiration. Continue, remonte jusqu'en haut. Cette fesse-là, elle était détendue de quasiment 7 cm et demi. Elle a un très gros suçon. C'était vraiment bien bloqué au niveau de l'arrêt des fesses.
On a eu un peu de mal à remonter au début, mais ça n'a pas tellement résisté. Oui, j'ai surveillé les paramètres. Les toilettes ont généré une aspiration de 204 kilos, mais il faudrait beaucoup moins que ça pour débloquer les fesses. Environ 34 kilos. Je crois que... Ça, c'est en soulevant verticalement. Alors qu'en fait, une femme aussi grosse pourrait sans doute, pour se débloquer, bouger un peu les fesses sur le côté, par exemple. Pour qu'une personne n'arrive même pas à le faire, il faudrait qu'elle soit 2 fois plus grosse. Mais bon, je ne sais pas si elle arriverait à entrer dans les toilettes d'un avion. Oui, je suis d'accord. De plus, des toilettes normales ne créent une aspiration que pendant 2 secondes. Si un objet se coinçait à l'intérieur de la cuvette, ça ne ferait pas monter énormément la pression, pas de façon extraordinaire en tout cas. Comme vous le voyez, on ne risque absolument rien si on met sa main là-dedans. On se mouille, c'est tout. Ce mythe est donc faux, et Adam va nous le prouver. Contact! Bon, c'est parti. C'est très confortable. Enfin, il y a un petit vent frais. Alors, est-ce que tu es prêt à essayer pour de bon? Oui. Bon. Mais si jamais ça te fait mal, si tu sens que tu ne vas pas bien, tu vas crier. On va faire ça progressivement. Si des choses commencent à bouger alors qu'elles ne devraient pas, j'arrêterai. Je ne t'entendrai pas très bien quand j'aurai allumé ça. Tu entendras des cris perçants. C'est parti, contact. Fesses à l'air, c'est parti. Je sens quelque chose. Oh my gosh! Oh wow! J'ai vraiment senti quelque chose. Ça m'a vraiment aspiré les fesses. All right. Il y avait vraiment une forte aspiration. Ce truc vibrait de partout. On est monté jusqu'à 0,34 bars, c'était quelque chose. Bon, essayons de rester scientifiques. J'ai réussi à utiliser mes bras, mais si j'avais été manchot, je n'aurais pas réussi à me dégager. Je sais pas ce qu'on a prouvé là, mais on fait de la bonne télé. Encore un mythe démonté, c'est du bon boulot. L'histoire suivante s'appelle le biscuit explosif. Et elle est plutôt drôle. La sœur d'une amie revenait du supermarché. Il faisait très chaud et elle a entendu une explosion derrière elle. Elle a entendu une détonation et elle a senti une substance visqueuse sur sa nuque. Elle a cru qu'on lui avait tiré dessus. Elle s'est dit qu'elle ferait mieux de ne pas bouger et de retenir sa cervelle en attendant l'arrivée des secours. Quand les secours ont examiné la nuque de la femme, ils ont vu qu'elle était recouverte de pâte à cookies. De quoi a-t-on besoin pour cette expérience? On va avoir besoin de pâte à cookies. On va acheter des boîtes de tailles et de marques différentes. Et puis il nous faut une voiture. On pourrait prendre ma voiture. Je pense qu'on pourra simuler la chaleur qu'il fait à l'intérieur en dirigeant des radiateurs vers les vitres. On peut allumer un feu sous ta voiture? Oui, il n'y a pas de problème.
Il faudrait arriver à stabiliser la température à l'intérieur du véhicule, y placer les boîtes et chronométrer le temps qu'il leur faut avant d'exploser. Tu veux bien aller faire des courses au supermarché? Je vais amener ma voiture ici et installer les radiateurs. Ça marche. Première étape de notre recette, l'achat de pâte à cookies. Il y a plusieurs recettes. La pâte feuilletée, la pâte de luxe au bas beurre. Il y a des différences entre ces catégories. S'il y a plus de levure dans une pâte, ça la rend peut-être plus sensible à la pression. Ces boîtes doivent être conservées au froid. On va donc les garder dans une glacière avant l'expérience. Je pense qu'il n'y a pas que la chaleur qui puisse jouer, mais aussi la fraîcheur de la pâte. On a donc gardé cette boîte à l'air libre pendant 10 jours. On va la prendre dans l'expérience et voir si elle explose plus vite. Deuxième étape, installer les boîtes dans la voiture. Je pense qu'il faudrait avoir un bon échantillon, peut-être de 6 boîtes. On devrait peut-être construire une ceinture, comme celle des cow-boys, tu vois. Pas un geste, les mains en l'air. Tu la caches sous ta veste quand tu passes sous le détecteur de métaux. Troisième étape, déterminer la bonne température de cuisson. Nous sommes à San Francisco, c'est une très belle journée. Le ciel est bien dégagé, il est 9 h du matin. On va placer un thermomètre dans la voiture. On va revenir dans 2 heures et voir à combien on va la chauffer. Ce n'est pas un hasard si cette histoire s'est produite durant l'été 1995, un des plus chauds jamais observés à San Francisco. Il est à peu près 15 heures. La voiture est restée ici toute la journée. Et que nous dit le thermomètre? La température dépasse les 60 degrés. Pour que la température de cuisson soit constante, nous allons rentrer la voiture et la chauffer davantage. J'espère que la température va monter rapidement. Oui, en principe. Ce sont des radiateurs à foyer rayonnants. Ce sont comme des petits soleils miniatures. Tu as le thermomètre? Je prends le chrono. On est à 41 degrés. Ça me paraît bien. Encore 15 ou 20 minutes peut-être. Il va faire chaud là-dedans. Je ne sais pas si tu veux entrer pour attendre que ça explose, ou alors j'y vais et on se relaie. C'est ça. Je pense qu'on ne risque rien en étant à 30 cm des boîtes. Mais c'est vrai que j'en mettrais pas dans mon caleçon. C'est vrai que ça fait peur. Ça commence à sentir un peu le plastique brûlé là-dedans. Je pense pas qu'on devrait y aller. Je vais installer la tête à l'intérieur. T'as pas envie de te brûler, c'est ça? Vas-y si tu veux, mais je pense que tu vas étouffer. 60 degrés, le four est prêt. T'es prêt? Ouais. Bon, pâte feuilletée de grande marque, pâte au bas beurre de grande marque, pâte feuilletée économique, pâte au bas beurre économique, pâte non réfrigérée, petite boîte. L'heure tourne. Je parie sur 8 minutes. 2 ou 3 heures. Vraiment? Ouais. Est-ce que je perds si c'est plus près de 8 minutes que de 2 heures? Bon, on dit 8 minutes ou 120 minutes. Ok. Ça marche. Je parie $1 là-dessus. Mets-le sur la voiture. Là, on attend. Là, on attend. Est-ce que tu vois un changement?
Non, mais ton tableau de bord commence à fondre. Ça fait 30 ans que je travaille dans ce secteur et je n'ai jamais entendu parler de ce type d'accident. Mais c'est tout à fait possible. Si la chaleur est suffisamment importante, la pression contenue dans la boîte peut très bien la faire exploser. Tu crois que les pâtes feuilletées vont exploser en premier ou les pâtes au bas beurre? Je pense que la petite boîte explosera d'abord, en raison de sa taille. Je pense qu'il faudra au moins une demi-heure pour que le contenu des boîtes commence à chauffer. Ouais, t'as raison. Il faut un peu de temps. Oui, c'est quand même une masse importante. Ça prendra quand même beaucoup moins que 120 minutes. On verra bien. La levure est composée de bicarbonate de soude et elle réagit à un acide pour produire du dioxyde de carbone, du CO2. Si ce gaz n'est pas libéré, la pression va augmenter dans la boîte jusqu'à exploser. Wow! Jamie, tu sais ce qui s'est passé? Quoi? Elle a sauté du râtelier. C'est la petite boîte. Elle a sauté et elle est arrivée dans mon porte-boisson. Incroyable. Où en est-on au niveau du chrono? On en est à 58 minutes. T'as gagné le pari. Eh oui, c'est vrai. Bon, je vais enlever cette boîte avant qu'elle ne dégouline dans ma bagnole. J'avais quand même raison quand je disais qu'elle exploserait en premier. Tu avais tout à fait raison. C'est vraiment impressionnant. La boîte a disparu. Je ne sais pas où elle est. C'était quelle boîte, Adam? Celle qui était restée à l'air libre. Une boîte de pâte feuilletée non réfrigérée. Regarde un peu ça. Ça a fait sauter le couvercle. C'était une pâte feuilletée de grande marque. C'est incroyable. Il y a des boîtes qui explosent dans ma voiture. J'ai pas envie de voir ça en vidéo. Je veux voir une explosion en direct. Il fait 58 degrés 3 actuellement. On doit être dans la zone tampon. Tout se passe à plus de 56 degrés. C'était une pâte économique. Elle n'est ni plus ni moins explosive que la pâte de grande marque. Je crois qu'après cette expérience, on pourra dire qu'on a trouvé de bonnes pâtes. Là, c'était vraiment impressionnant. Je commence à comprendre pourquoi on peut la confondre avec de la cervelle. Je ne veux pas y toucher. Mais si, touche un peu. C'est vrai qu'on dirait de la cervelle. Encore une autre? Oui, je l'ai vu. C'était bien alors? Oui, il y en a eu partout. Elle a complètement explosé. Elle est pulvérisée. Elle était très en forme. Elle a ricoché contre l'arrière de ton siège. Ah ouais? Oui, il y a des petits morceaux, regarde. Ah oui, t'as raison. Ça, c'est une preuve tangible. Jamie et Adam pensent qu'il y a une différence entre les deux sortes de pâtes. Là encore, on dirait qu'ils ont tort. Incroyable. 208 minutes à 60 degrés. Oula! Elle s'est répandue partout. Elle s'est vraiment vaporisée. Regarde, il y en a même devant. Elle a carrément atterri sur le siège avant. Elle a atterri sur le siège avant et donc elle a dû passer par là. Et elle a sans aucun doute touché la tête du conducteur. Effectivement, il peut y avoir des accidents. Mais je n'ai jamais entendu parler d'un cas comme celui-ci. Je ne pense pas qu'on risque d'être blessé. Même si la boîte explose, je pense que les projections de pâte à cookies sont inoffensives. En même temps, je ne laisserai pas mes courses dans ma voiture alors qu'il fait 60 degrés dedans, ou même plus, parce que cela pourrait causer d'autres problèmes aux aliments. Et voilà.
Je pense qu'on a prouvé que c'était non seulement plausible, mais même possible. Oui. Dans certaines conditions. On a vu des boîtes devenir de vrais projectiles. Elles ont une portée d'au moins 90 cm. C'est une espèce de canon à biscuits, un genre de mortier. C'est tout à fait ça. À mon avis, une boîte comme ça a sûrement explosé dans une voiture. Il suffit qu'elle soit exposée à la chaleur pendant 3 heures, 3 heures et demie, pour qu'elle saute. C'est une première dans cette émission. On a prouvé que ce mythe est physiquement possible, mais on n'a aucune preuve qu'il se soit produit. C'est quoi cette histoire d'avocat? Un avocat se trouvait au 24e étage d'un gratte-ciel. Il était en train de faire l'idiot et de frimer devant ses collègues. Il se jetait contre une vitre épaisse, peut-être pour s'amuser. Il l'a fait plusieurs fois, sans aucun problème. Il l'a encore refait, mais il est passé à travers. Il est tombé de 24 étages et il est mort sur le coup. On va essayer de savoir si c'est possible. De quoi a-t-on besoin pour recréer cette histoire? On a besoin d'une vitre en verre et d'un mannequin qu'on va placer sur une sorte de rail. Il nous faut aussi un moyen de le faire avancer sur le rail. J'ai des tubes en caoutchouc pour fabriquer un lance-pierre. Enfin, il faut trouver un moyen de mesurer les paramètres qui entrent en compte. Il faut savoir s'il est possible que quelqu'un qui court à une vitesse humaine vers une vitre a assez de force pour pouvoir la briser. D'abord, je n'ai pas pu y croire. Puis je me suis souvenu avoir entendu la même histoire à New York, Moscou ou Hong Kong. On dirait que ça a fait le tour du monde. Et du coup, on ne sait jamais si c'est vrai ou pas. On ne connaît pas la part de vérité. Il faut d'abord décider des rails que l'on prend. Je pense qu'on devrait les poser au sol plutôt que de les suspendre en l'air. On peut prendre des roues de skate. Elles roulent vraiment bien. Maintenant, il faut fabriquer l'avocat. On va dire qu'il avait un poids moyen et qu'il pesait 72 kilos. On va prendre des sacs de 9 kilos. Des sacs de 9 kilos, il va donc nous en falloir 8. Je vais fabriquer une armature en acier pour soutenir les sacs et répartir le poids des sacs équivalent à celui d'un homme. Ces ergots en bois empêcheront notre avocat de tomber à la renverse lorsqu'il accélérera. Mais il pourra tomber vers l'avant en bout de parcours. L'étape suivante consistera à trouver une vitre qui convient, c'est-à-dire celle que l'on trouverait au 24e étage d'un gratte-ciel. Ce genre de vitre est plus épaisse qu'une vitre de maison particulière. Elle fait entre 6 et 10 mm d'épaisseur. Cette vitre d'1,50 m sur 2,50 m semble être la norme. On a la vitre qu'on cherchait. Merci. Je vais fabriquer le cadre en contreplaqué, puis on va le fermer avec du mastic, comme pour un aquarium, puis on mettra la vitre devant. Prêt? Oui. T'aurais pu compter jusqu'à 3. On prend des grosses plaques de verre et on les met dans des cadres. Il faut que l'ensemble soit bien solide. Notre cadre ne va pas seulement soutenir la vitre, il va aussi recréer l'environnement intérieur d'un gratte-ciel. Il faut aussi qu'on réfléchisse à la pression qui existe dans ce bâtiment. C'est un facteur qui peut influencer sur cette expérience.
Malheureusement, l'histoire ne dit pas quel temps il faisait ce jour-là. Nous allons supposer qu'il n'y avait pas de vent. Malgré cela, la pression atmosphérique joue. Il se passe beaucoup de choses à l'intérieur d'un bâtiment. Il y a des machines qui expulsent de l'air et il y en a d'autres qui en aspirent. S'il n'y a pas la même quantité d'air qui sort et d'air qui rentre, il y a donc de la pression. La pression que nous allons simuler n'est que de 266 grammes par centimètre carré. Mais elle va sans aucun doute avoir son importance. La vitre fait dans les 3,75 mètres carrés. Ça ne fait pas beaucoup de pression. Oui, mais en même temps, ce n'est pas si simple. Même s'il y a une pression unitaire qui est infime, quand on la multiplie par la surface, c'est-à-dire 3,75 m, ça peut faire 453,6 kg. Sur toute la vitre. Donc ça a pu jouer sur le fait qu'elle s'est cassée ce jour-là. Une pression de 2086 kg, ce n'est certainement pas négligeable. Il faut donc que notre cadre soit une chambre à air. Pour la pression, d'accord. On va la fermer hermétiquement et on va brancher une pompe à pression dessus. Jamie n'a pas de pompe suffisante pour augmenter la pression, mais il va reproduire cet effet en aspirant l'air de cet espace. Cette pompe est trop puissante. Elle risque d'arracher le plexiglas. Et notre manomètre n'est pas assez sensible. Je pense qu'on devrait fabriquer un manomètre en prenant de l'eau et en faisant des graduations. Ce sera plus sensible que le mercure parce que c'est beaucoup plus léger. On va prendre un tube en forme de U. Ce sera comme un baromètre. C'est un peu ça en fait, de la pression barométrique. Comme ça, on pourra régler la précision de notre appareil. D'accord. Il faut au minimum 10 cm d'eau. Mais non. Ah oui, tu as raison. Nous allons utiliser cet aspirateur de feuilles. Comme on peut le régler manuellement, il devrait moins menacer le plexiglas. C'est parti. Bon, on va bien voir. Regardez ça. C'est magnifique. C'est super sensible. Continue. Plus fort, plus fort. Encore, Scotty. T'en veux encore? Ouais. Encore? Oui. 7 cm et demi d'eau. Oui, encore un peu. Ça y est. C'est bon? Oui, 0,009 bar de pression négative. Le mécanisme est en place. Avec des tubes en verre, une graduation et du colorant pour l'eau, on va pouvoir mesurer. Ce problème étant réglé, il faut maintenant fabriquer le lance-pierre. Je ne le lâcherai pas. Oula, c'est un peu... Ça va aller très vite avec ça. C'est marrant et dangereux à la fois. On va l'accrocher quelque part. Peut-être au mur. Pour calculer la vitesse, vu qu'on n'a pas de radar ou de trucs comme ça, je pense qu'on pourrait prendre des planches et les quadriller. On filme sur le côté avec une caméra à 25 images par seconde. En passant au ralenti, image par image, on peut calculer la vitesse exacte. Tout est enfin prêt. Je parie sur 3 mètres. Moi, je pense que ça dépassera 5 mètres. 5 mètres?
Ce serait mieux si je voyais quelque chose. C'est parti. Bon, on commence avec 1 mètre. Rien. 3 mètres. Je risque $5. Maintenant, 5 mètres. « 72 kilos à 5 km/h. Peut-être que notre avocat est trop léger. Il reste 1 mètre. On va devoir prendre 2 élastiques. Je suis d'accord avec toi. Prêt? Prêt? C'est parti. « 2 mètres. 3 mètres. Même avec 2 élastiques, notre avocat est encore perdant. Le contact se fait ici. Tout le reste part en arrière. En fait, tout le corps de l'avocat ne touche pas la vitre. 5 mètres. Ça y est. À vos marques. 3, 2, 1, partez. Peut-être que c'est impossible de se jeter par cette fenêtre. C'est plausible, mais On va y arriver. je veux y arriver. Peut-être qu'un homme ne peut pas y arriver tout seul. Pour l'instant, notre avocat factice n'a pas beaucoup inquiété la vitre. Mais Jamie a une intuition. J'essaierai bien de mettre tous les sacs en hauteur. Tout à fait. On commence ici 2, 4, 6, 8. En répartissant le poids autrement, l'impact sera plus concentré. Pendant ce temps, notre ingénieur en génie civil a une autre idée. Le verre est un matériau imprévisible. Même s'il tient le coup la plupart du temps, il peut avoir parfois des réactions inattendues. Bon, là c'est 1 mètre. 2, 3, partez. On va prendre un marteau. S'il y a des accrocs sur le verre, ça crée des irrégularités dans le matériau. Dans ce cas-là, c'est plus facile de le briser que si le verre était intact. 2 mètres. 1, 2, 3, partez. C'est un peu mieux. C'est du solide. Dans 99% des cas, il ne se passe rien, mais c'est un matériau fragile. On ne peut pas prévoir, ce n'est pas comme l'acier ou le bois qui se tordent. Le verre se casse d'un coup et vous vous retrouvez sur le trottoir. 3 mètres. Prêt? 2, 3, partez. C'était impressionnant. Ça a marché. Oui, et de 3 mètres. J'ai gagné $5. Eh ben, la répartition de la masse a tout changé. On va vérifier à quelle vitesse il allait. Mais ça ne m'a pas semblé trop rapide. Je suis d'accord. C'était raisonnable. 72 kilos concentrés sur la poitrine contre une vitre avec une pression négative. Super. C'est pas très loin en fait. Notre avocat a parcouru 3 mètres en 1 seconde 8, ce qui fait 9 km/h. Tu as sauté au plafond, Jamie. 9 km/h. C'est une vitesse à la portée de n'importe qui. Avec une pression pareille, c'est tout à fait possible qu'il ait cassé la vitre. Je suis d'accord. Je pense que j'irais à cette vitesse si je me jetais sur un mur.
Surtout quand on a 3 mètres d'élan. On ne peut pas aller beaucoup plus vite. C'est vraiment la répartition du poids du corps qui a tout changé dans cette expérience. C'était plus efficace comme ça. C'est une histoire vraie. Cela s'est passé ici, dans la tour derrière moi. Le médecin légiste qui s'est occupé de l'affaire a décidé de ne pas ouvrir d'enquête, parce que c'était un accident tellement exceptionnel. On ne peut pas imaginer que quelqu'un d'autre refasse la même chose exprès. C'était cool. Ouais, c'était cool. J'adore casser des trucs. C'était cool de casser des trucs.